Bonjour à tous. Dans quelques secondes, vous allez être redirigés vers le replay de notre atelier du 12 décembre 2025 qui a traité du conseil de perfectionnement. C'est un atelier qui a été animé par Anne-Lise, que vous connaissez sans doute si vous êtes habitué à nos rendez-vous au C-Connect. Anne-Lise est fondatrice de Caliboost et c'est une experte en formation et certification professionnelle. Toutes mes excuses, j'ai oublié de lancer l'enregistrement de ce webinaire quelques minutes avant qu'il ne démarre. Alors vous avez raté la petite introduction, mais promis, pas grand-chose. Anne-Lise nous a tout expliqué par la suite et vous allez le retrouver dans le replay que je vous laisse visionner tout de suite. Apporter sur l'adéquation des compétences visées par la certification avec les besoins du marché de l'emploi, mais aussi les évolutions techniques en lien avec vos certificats, avec vos compétences. Donc, le conseil de perfectionnement, c'est le bon moment pour faire un peu de veille et regarder ce qui se passe sur le marché de l'emploi. Déjà, voir si au niveau des recrutements, des offres d'emploi, bon, là, je parle à la fois RS, RNCP, de voir justement si sur le marché de l'emploi, il y a des variations qui sont apparues, des nouvelles demandes de la part des recruteurs et donc pouvoir déjà identifier des besoins d'évolution des compétences. Bien sûr, on ne peut pas faire évoluer les compétences, à moins que vraiment ça soit un changement réglementaire et très important, auquel cas il faudrait vous mettre en relation avec France Compétences. Mais sinon, on attendra le renouvellement de la certification pour mettre à jour le référentiel. Néanmoins, il convient chaque année de commencer à identifier tous les changements qu'il faudra prendre en compte pour le futur renouvellement de la certification. Mais aussi, ça peut permettre d'adapter aussi déjà les formations, les contenus pédagogiques pour que ça soit toujours raccord avec les besoins du marché, les évolutions, que ça soit des évolutions techniques en lien avec les domaines visés. Voilà, il faut vraiment que vous puissiez montrer que vous avez cherché à faire vivre votre certification en conformité avec les attentes du marché. Donc, c'est un bon moment pour faire le point sur ce qui s'est passé cette année en termes de veille, d'évolution et voir comment ça vous impacte. Ça permet également de piloter l'amélioration continue de la certification. En fait, c'est le bon moment aussi de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc là, on va regarder à la fois les choses positives, parce qu'il n'y a pas toujours que du négatif, heureusement. Donc, on va regarder les choses positives pour voir, voilà, regarder un petit peu si les outils qu'on a mis en place sont efficaces. Est-ce que les grilles d'évaluation, elles ont bien été comprises par les évaluateurs, correctement remplies? Est-ce que les délais qu'on a indiqués dans notre règlement, ils sont à approprier ou est-ce qu'on a besoin d'une révision? Est-ce que les règles du jeu, elles sont bien comprises par tout le monde, que ce soit par les candidats? Est-ce qu'ils sont bien préparés? Est-ce qu'ils se sentent à l'aise avec la certification et comment on a communiqué auprès d'eux? Et aussi par les jurys, qui sont souvent des professionnels externes, donc c'est pas forcément le métier et qui ont besoin d'être accompagnés sur cette mission-là. Donc là, l'idée, c'est de faire un petit peu une mesure de vos outils, de voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Donc, on verra après la composition du conseil de perfectionnement, elle est super importante pour qu'on puisse évoluer sur ce point. Et aussi les difficultés. Donc là, malheureusement, si on a eu des réclamations, si on a eu voilà, des recours, il faut qu'on puisse les aborder. Et bien sûr, je parle bien sur toute la certification. Donc, si vous avez des partenaires, c'est aussi le moment de regarder comment ça se passe chez eux, puisqu'en fait, c'est sous votre responsabilité et ça impacte votre périmètre. Donc là, c'est vraiment global, vous plus les partenaires, si vous en avez, de faire le point sur ce qui fonctionne, ce qui n'a pas fonctionné, les problèmes rencontrés, les décisions qui ont été prises et apprendre de ces erreurs. C'est OK de faire des erreurs. France Compétences peut comprendre qu'il y a eu un problème, qu'il y ait quelque chose qui se soit mal passé, du moment que vous montrez qu'il y a eu une analyse et une démarche d'amélioration continue derrière. Ça va aussi permettre de suivre les résultats de la certification. Donc là, on va regarder les indicateurs. Quels sont les taux de présentation de l'examen, les taux de réussite, derrière par rapport aux certifiés. Donc, si on est au RNCP, quels sont les taux d'insertion dans l'emploi. On peut aussi les regarder par partenaire. Là, pour le coup, c'est intéressant de voir si on n'a pas une brebis galeuse dans le lot. Est-ce que les personnes qu'on a dans notre réseau, ça permet vraiment derrière d'avoir un bon taux d'insertion dans l'emploi? Donc ça, c'est pour le RLCP. Et pour le RS, quelle est la plus-value que je peux prouver au niveau de ma certification pour les personnes qui l'ont eu? Donc voilà, là, l'idée, c'est de regarder vraiment des indicateurs clés que vous avez bien sûr définis en avant, mesurés en avance, et donc vous allez pouvoir commenter les résultats, éventuellement déclencher des actions d'amélioration. Et ça permet de manière générale de vérifier que le dispositif il est aussi conforme aux exigences réglementaires. Là, quand vous n'êtes pas sans savoir, maintenant, c'est du lait réchauffé, mais
que nous avons le décret du 6 juin 2025 qui est sorti, qui a quand même refondu un grand nombre de choses, d'éléments attendus à la fois dans le renouvellement, de règles pour la mise en place des partenariats. Si vous n'avez pas vu notre dernier webinaire sur le sujet, n'hésitez pas à y aller. Voilà, l'idée, c'est de voir un petit peu si on est conforme aux obligations, aux nouvelles évolutions réglementaires, d'étudier les changements qui sont nécessaires à apporter, de voir aussi si la formation, il y a eu des soucis particuliers, parce que autant avant, on ne regardait pas spécialement la formation quand on déposait un dossier auprès de France Compétences, autant maintenant, c'est vraiment une partie indispensable du dossier. Donc, voilà, c'est super important qu'il puisse y avoir aussi un retour là-dessus lors du conseil de perfectionnement. Donc, voilà, c'est vraiment un organe de décision, d'amélioration continue, qui est indispensable, même si il n'est pas écrit noir sur blanc qu'il faille le faire, mais qui est indispensable pour montrer qu'en fait, on pilote sa certification, qu'on vérifie que tout se passe bien et qu'on réagit en cas de dysfonctionnement éventuel, ou même, on peut aussi réagir de manière proactive pour optimiser, améliorer les choses. Je ne sais pas si à ce stade, il y a des questions. Alors, il n'y en a pas dans le fil de discussion, mais moi, j'en avais une. Si je comprends bien, on organise un conseil de perfectionnement par certification. Alors là encore, ça dépend. Alors moi, je dirais c'est au moins par domaine de certification. Parce que si on a une certification en informatique et une certification en santé, bon, ça ne va pas forcément être les mêmes personnes et les mêmes sujets qui vont être abordés. Donc là, ce sera intéressant de les diviser. Par contre, si dans un même domaine, vous avez plusieurs certifications, selon la taille des certifications, ça peut être mutualisé. Voilà, donc là, c'est vraiment d'un point de vue réalité opérationnelle. Moi, je conseille quand même toujours au moins d'avoir un PV par certification, parce que comme ça, quand on dépose le dossier de renouvellement, on peut déposer le PV de la certification sans devoir parler des problèmes sur les autres certifications, par exemple. Mais si on prévoit ce temps-là, la suite, 1 heure pour celle-ci, 1 heure pour celle-là, parce qu'en fait, j'ai des acteurs communs, c'est pas non plus déconnant. Voilà, donc là, c'est vraiment d'un point de vue réalité opérationnelle, comment ça vous arrange, il n'y a pas de règles. Maintenant, je trouve ça bien quand même d'avoir un PV de conseil de perfectionnement par certification. Et à quelle fréquence, s'il vous plaît? Alors moi, je recommande 1 fois par an, c'est déjà pas mal. Voilà. En général, le mois de décembre, c'est pour ça qu'on a calé le webinaire là, c'est à peu près le moment où on fait le point sur l'assertif, mais ça peut être janvier aussi. Voilà, l'idée, c'est d'avoir les indicateurs consolidés de l'année. Maintenant, quand on est des écoles, on n'a pas forcément le même rythme, c'est de septembre à septembre, donc il faut adapter aussi en fonction de vous, votre réalité. Mais 1 fois par an, ou si vous avez des formations qui durent 2 ans et que finalement c'est 1 fois tous les 2 ans, ça peut justifier aussi. Il faut que ça soit cohérent en fait avec le rythme de passage de la certification. Super. Clotilde, nous avons répondu à votre question. Je vois que la main s'est baissée. Oui, c'était sur la périodicité, parce qu'en fait, alors nous, on a 4 sessions par an, mais on fait un conseil de perfectionnement tous les 2 ans, à peu près. En fait, ça dépend aussi de la durée de validité de votre certification. Si vous l'avez obtenue pour 2 ans et que vous faites un conseil tous les 2 ans. Oui, là, ça va, on vient de renouveler pour 5 ans. Donc, bon, ça va, nickel. Félicitations. Mais voilà, effectivement, ça dépend de ça aussi. Il faut que ça soit en fait du bon sens. Si on n'a pas assez de données, s'il n'y a rien à dire, c'est pas la peine de se voir. Voilà. Si par contre, c'est indispensable qu'on fasse un point et après on va voir la composition pour voir, prendre la température de comment ça marche, il ne faut pas attendre trop longtemps non plus. Mais notamment quand on vient de l'enregistrer, ça peut être pertinent de se dire le temps qu'elle se lance, qu'on ait l'accès au CPF, que ça se mette en route les partenariats. Il pourrait être logique que le premier conseil de perfectionnement il soit à 1 an et demi, 2 ans en fait. Ok, alors je continue. Alors, la fameuse composition du conseil de perfectionnement. Donc ça, il faut savoir qu'en principe, vous l'avez détaillé dans votre règlement de certification ou votre assurance qualité, je ne sais pas comment vous avez appelé le document, mais normalement, vous l'avez déclaré auprès de France Compétences. Ce n'est pas gravé dans le marbre, ça ne fait pas partie des informations qui sont publiées sur la fiche, que je ne peux pas toucher. Donc ça peut être amené à évoluer. Moi, je recommande une composition assez diversifiée. Là encore, c'est le bon sens qui prime. L'idée, c'est de réunir autour de la table des personnes qui ont différents points de vue sur la certification et qui ont différents angles d'attaque, différents enjeux et qui vont nous permettre d'avoir une vision à 360 de la certification et de son fonctionnement. Donc, à ce titre, bien sûr, il faut les représentants du certificateur, direction, voilà, le décisionnaire finalement, le responsable de l'organisation des épreuves, parce que c'est lui voilà, qui vraiment met les mains dans le cambouis et organise les épreuves et saura vraiment parler des sujets qui ont été rencontrés, etc.
J'aime bien qu'il y ait le référent handicap, notamment pour voir est-ce qu'il y a eu des sujets, est-ce qu'on a bien adapté, est-ce qu'il y a eu des difficultés. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un petit retour là-dessus, mais aussi quelqu'un qui va avoir cet angle-là et qui va défendre ces intérêts-là. Les membres de l'équipe pédagogique, donc là, c'est bien d'avoir quand même des formateurs, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas la même vision, pas la même casquette. Et donc, eux, l'idée, c'est de pouvoir voir l'adéquation entre les enjeux de la formation, ce qui est vu, et la certification. Des membres du jury certification. Donc là, c'est bien de voir aussi comment ils ont vécu la chose en tant que jury. Est-ce que la communication, elle était claire? Est-ce que les questions, la façon dont les durées, la grille d'évaluation qu'on leur a demandé de compléter, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment de voir si ils ont bien compris leur rôle, ils ont pu le mener facilement et les outils qu'on leur a mis à disposition ont été efficaces. Donc là, ça permettra d'avoir leur retour d'expérience là-dessus. Les membres du jury de certification, j'ai déjà dit, les candidats ayant passé les épreuves. Donc là, l'idée, c'est d'avoir encore un autre prisme. C'est donc le candidat. Est-ce que quand il a été convoqué, les délais qu'il a eu pour se préparer, est-ce qu'il a trouvé aussi que la formation, elle correspondait bien à certif et qu'il a pu la passer de manière fluide? Est-ce qu'il s'est senti à l'aise? Est-ce qu'il s'est senti accompagné? Comment s'est passée la relation avec les jurys? Voilà, l'idée, c'est qu'en fait, on va avoir vraiment différents points de vue qui vont nous permettre de déceler des pistes d'amélioration. Et enfin, si vous avez un réseau de partenaires, c'est quand même bien de convier au moins un représentant par partenaire, parce que eux aussi, du coup, ils vont forcément avoir des choses à dire. Et puis, c'est intéressant aussi qu'ils sachent ce qui se passe, comment ça évolue, le point sur la réglementation, la veille, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse avoir toutes les parties prenantes finalement de notre certification qui soient représentées. Alors bien sûr, c'est des personnes à convier. Si vous avez un absence, pas pour autant que vous ne pouvez pas faire le conseil de perfectionnement. C'est juste bien de pouvoir essayer d'avoir toutes ces personnes-là autour de la table. La durée du mandat, en fait, c'est juste les personnes que vous invitez. Est-ce que c'est toujours les mêmes ou est-ce qu'on les renouvelle? Ça, finalement, ça n'a pas une grande importance. Souvent, c'est mentionné dans les règlements. C'est pour ça que j'en ai parlé. Maintenant, vous n'êtes même pas obligé de mettre un mandat et que ça soit toujours la même personne. Vous pouvez aussi convier des personnes différentes chaque année pour avoir différents angles de vue. Donc ça, c'est pas très important. Mais voilà, si vous l'avez mis dans votre règlement, il faut l'ajuster en fonction de ce que vous voulez faire. Est-ce qu'il y a des questions sur la composition du conseil de perfectionnement? Johanna, est-ce que ça répond à la question que tu as posée dans le fil de discussion? Alors pas totalement. Aline, est-ce que tu peux m'expliquer, pour l'histoire de, je suis pas certaine d'avoir bien compris ce qui a été dit pour le mandat. Donc j'ai bien compris qu'on peut les faire évoluer, que même si ils sont censés être mandatés pour 2 ou 3 ans, on peut les faire changer. Mais est-ce qu'on est obligé de contractualiser ça? C'est-à-dire que chacune des personnes, elle doit avoir un contrat avec la durée indiquée? Alors, à mon sens, c'est presque un truc qu'il faudrait à terme supprimer. C'est-à-dire que c'est une pratique qu'on voit très régulièrement dans les règlements, de dire les membres sont mandatés comme s'ils étaient désignés pour une période donnée. Déjà, il n'y a pas d'obligation légale et réglementaire sur la composition du conseil de perfectionnement, les mandats et tout. Donc, je l'ai évoqué parce qu'on le voit souvent, mais mon avis personnel là-dessus, c'est que c'est vraiment pas quelque chose de très nécessaire. En fait, l'idée, c'est surtout de se dire qu'à cette réunion, qui reste une réunion finalement, donc il faut garder les preuves de convocation, d'ordre du jour, de feuilles d'émargement, etc. Mais il n'y a pas de contrat, ce n'est pas une prestation. L'idée, c'est vraiment d'inviter des personnes à assister au bilan de la certification, alors annuelle ou selon la fréquence qu'on a définie, et de pouvoir apporter leur voix par rapport à ce qu'elles ont vécu. Donc, ça reste quelque chose d'informel dans le sens qu'il n'y a pas besoin d'un contrat avec les personnes, vraiment juste convocation, ordre du jour, feuille d'émargement pour prouver que ceux qui étaient là. Mais il n'y a pas besoin de contractualiser la chose. Et moi, personnellement, dans les dossiers que je dépose actuellement, je supprime carrément la notion de mandat parce qu'en fait, elle n'a pas trop lieu d'être. Le but, c'est vraiment juste de convier des gens et de réfléchir ensemble à est-ce que ça a fonctionné et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ok, super, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, on n'avait pas d'autres questions. Ok, alors on avance. Donc, en gros, comment ça se passe? Comment on organise
un conseil de perfectionnement, alors déjà, il y a la phase de préparation. La phase de préparation, elle est super importante. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de déterminer, voilà, on ne va pas faire un conseil de perfectionnement comme ça, vous l'aurez compris, on va inviter plein de gens. Donc voilà, il faut quand même qu'on organise la chose. Il faut déjà préparer les sujets, préparer l'ordre du jour avec tous les points qu'on va aborder. Donc la veille, en fait, on n'arrive pas en disant, bon, qu'est-ce que vous avez vu de nouveau? L'idée, c'est quand même qu'on arrive avec déjà un ordre du jour où on a identifié les points de veille et à chaque fois, on demande est-ce que vous avez besoin de compléter? Donc, c'est quand même déjà un document travaillé, l'ordre du jour. On va retrouver dedans la veille réglementaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu ou depuis l'attribution de la certification dans le paysage réglementaire. Là, notamment avec le décret du 6 juin 2025, vous êtes obligé de le mettre et de soulever tous les points que ça a évolué. L'évolution des conventions de partenariat si vous n'étiez pas forcément conforme, l'intégration des thématiques transversales dans les référentiels pour le futur renouvellement, les tableaux d'insertion qui ont été mis à jour et donc du coup qui nécessitent un suivi au long cours qui soit adapté, peut-être la refonte en conséquence des enquêtes de professionnalisation. Voilà, donc il y a quand même la réglementation, voilà, il faut faire un point là-dessus pour voir déjà toutes les actions que ça a pu engendrer ou que ça va engendrer pour vous et éventuellement vos partenaires. Il faut aussi regarder, donc il faut bien lister tous les points qui doivent être abordés, les traitements des réclamations, le point sur les partenaires, etc. Donc il faut avoir un ordre du jour déjà qui est détaillé, qui est complet, et vous préparez des éléments que vous allez présenter à ce conseil de perfectionnement. Donc la phase préparatoire, en fait, finalement, elle prend déjà pas mal de temps. Derrière, il faut inviter les participants. Donc, déjà les identifier, donc qui je vais inviter, donc parmi mes membres du jury qui je vais aller solliciter, et bien sûr, après, essayer de trouver une date qui puisse convenir au plus grand nombre. Donc là, déjà, soit vous les sollicitez avec un doodle pour savoir et sélectionner la date en fonction d'eux, soit vous choisissez la date et vous invitez des personnes, et s'il y a des refus, vous en invitez d'autres. Voilà, l'idée, c'est déjà d'essayer d'avoir le maximum de parties prenantes représentées lors du conseil de perfectionnement. Donc, il y a aussi une gestion à avoir au niveau de la planification à ce niveau-là. Voilà pour la phase de préparation. Bien sûr, après, du coup, il faut convoquer tout le monde, la date, l'horaire, le lieu, les modalités, l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour, on peut le mettre d'un point de vue réduit. Pas obligé de lister, là, pour le coup, tout ce qu'on aura préparé, mais au moins de dire les thématiques qui vont être abordées pour qu'ils aient conscience voilà, des sujets qu'on va aborder et les inviter à, s'ils ont des éléments sur ces sujets-là, à les préparer également de leur côté pour pouvoir les ajouter, les présenter lors du conseil de perfectionnement. C'est également possible voilà, de joindre des éléments. Si vous avez mis à jour le règlement de certification et que vous voulez apporter à leur connaissance ces changements avant la rencontre pour qu'ils puissent déjà avoir un premier regard et une première analyse, vous pouvez aussi joindre aussi des documents préparatoires au conseil de perfectionnement. Ensuite, le conseil a lieu. La durée du conseil, elle dépend un peu de ce qu'il y a à dire. J'ai envie de dire, le minimum, c'est, je pense, 1 heure. Pour échanger, mais finalement, si vous êtes sur un gros titre RNCP qui a beaucoup de cohortes, qui a beaucoup de partenaires, finalement, c'est peut-être une demi-journée. Donc, la durée, en fait, de votre conseil de perfectionnement, elle va dépendre de la taille de votre dispositif, de la taille de votre réseau de partenaires, du nombre de personnes qui seront finalement présentes. Donc, ça aussi, il faut le penser dans la phase préparatoire. Et ensuite, il faut surtout, pendant la réunion, mettre à jour le PV avec tout ce qui est évoqué, etc. et finaliser le PV à l'issue du conseil de perfectionnement. Ce document il est super important parce qu'il va vous servir pour le renouvellement de votre certification. Y joindre une feuille d'émargement pour les membres présents pour avoir la preuve que les personnes étaient bien présentes. Si c'est en visio, vous pouvez tout à fait utiliser des outils de signature électronique, ça ne pose pas de problème. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer qui était présent à cette rencontre et de l'archiver pendant... la bonne pratique, c'est 5 ans. Hein. Encore une fois, il n'y a pas une loi là-dessus, mais voilà, par rapport à tout ce qu'on peut voir sur les obligations de conservation des organismes de formation, de l'ADRIX, etc., 5 ans, c'est la bonne pratique. De bien le conserver en cas d'éventuel contrôle, ça pourrait permettre de justifier que, je ne sais pas, si un partenaire a fait n'importe quoi, en fait, vous l'aviez bien détecté, vous avez décidé et mis en place des actions correctives, tout peut être tracé là ou dans d'autres documents, mais voilà, ça peut être un élément de preuve utile en cas de contrôle. Excusez-moi, la signature électronique, est-ce qu'une capture d'écran avec les participants, ça fait office de preuve? Encore une fois, ce n'est pas un truc réglementé. Donc oui, ça peut être accepté. Voilà.
Ouais. Là, on n'est pas voilà, sur la feuille d'émargement réglementée pour l'OPCO avec tel format. Non. On est sur j'ai organisé une réunion de pilotage. Donc finalement, la façon dont vous avez de tracer les présences, si vous souhaitez faire une capture d'écran, ça passera totalement. Merci. De rien. Alors, c'est vrai que la limite de la capture d'écran, c'est un peu le RGPD. C'est-à-dire que si vous envoyez la capture d'écran à France Compétences comme preuve, bon, on pourrait considérer que les images, c'est des données personnelles. Bon, voilà. Ça serait la limite que je pourrais soulever sur cette méthode-là. Moi, j'avais une question sur la partie organisation. Est-ce qu'on peut la sous-traiter à un consultant? Parce que je me dis que pour un certificateur, ça peut, surtout si ça arrive en fin d'année, il y a plein d'autres choses à faire, ça peut être un peu lourd à gérer, puis peut-être aussi intéressant pour avoir un regard extérieur un peu plus neutre. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Alors, complètement. Ça m'arrive d'ailleurs de le faire pour certaines clientes. En fait, on va sous-traiter, mais toujours dans une mesure. C'est-à-dire que quand on a une certification, moi déjà, je vous avoue, ceux qui viennent me voir en disant je veux être certifié ORS pour aller sur le CPF, mais je veux rien faire. Bon, alors on ne s'est pas compris. Donc, en fait, déjà, quand on est certificateur, on a une responsabilité. Donc, on ne peut pas totalement déléguer, ne pas suivre ce qui se passe. Enfin, je veux dire, ça n'aurait absolument aucun sens d'un point de vue déontologique, etc. Néanmoins, on peut avoir un consultant qui va nous accompagner dans la mise en place de l'organisation. Donc, c'est-à-dire qu'il va identifier avec nous tous les sujets à prévoir à l'ordre du jour, qui va nous lister finalement et nous aider à créer les documents, à faire les mises à jour et à proposer déjà des changements aux personnes qui sont concernées, qui sont présentes au conseil de perfectionnement, qui va nous aider à rédiger la convocation. Après, voilà, il va quand même falloir garder la main. C'est-à-dire que le jour du conseil de perfectionnement, il faut que le certificateur y soit présent, voilà, qu'il assume son rôle et ses responsabilités, comme le dit Elodie, elle a bien raison, et qu'il vienne justement présenter, organiser, c'est piloter, c'est quand même lui qui anime la réunion. Vous voyez ce que je veux dire? Le consultant, il va pouvoir vous aider d'un point de vue organisationnel à prévoir les outils, la chronologie, les délais, voilà, vraiment d'un point de vue méthodologique, mais il faut quand même que le certificateur il garde déjà la conscience de l'importance du truc, le pilotage, qu'il soit là de A à Z et qu'il en maîtrise tous les aspects. Ok, super, merci. Donc oui, il peut se faire épauler, quoi. Mais... Voilà. Ok. Voilà. Mais comme tout, hein, même quand vous déposez un dossier, vous faites un renouvellement, c'est jamais sain si vous avez une personne qui fait tout et vous regardez, vous lisez de travers et vous validez. Enfin, c'est pas ça le rôle de certificateur. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un consultant qui est là en appui méthodologique, oui, bien sûr, ça vous fera gagner beaucoup de temps et ça vous sera même utile et puis ça pourra vous aider à vous rassurer sur le fait que ce que vous faites, c'est conforme aux attentes de France Compétences et de ce qu'on attend de vous. Mais à aucun moment, il faut perdre la main. Il faut garder quand même le contrôle de tout ce qui est fait et avoir conscience et connaissance de tout ce qui se passe dans le cadre de la certification. Bon, alors je continue. Alors, du coup, au niveau des points à aborder lors du conseil de perfectionnement, donc là, on va voir un petit peu justement tout ce qu'on peut mettre dans notre ordre du jour pour ne rien oublier et bien balayer tous les sujets qui peuvent impacter la certification. Donc déjà, comme je le disais, toutes les évolutions réglementaires. Donc là, France Compétences a annoncé un peu discrètement, hein, je n'ai pas vu beaucoup de personnes s'affoler, mais bon, accessoirement, qu'ils pouvaient déléguer les contrôles à des tiers. Donc, je pense qu'il va y avoir un peu plus de contrôle. Donc déjà, voilà, est-ce qu'on est préparé pour les contrôles? Est-ce qu'on sait comment ça se passe un contrôle? Sensibiliser les partenaires aussi sur ce qu'on attend d'eux. Voilà, donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre en compte cette petite phrase subtile qui s'est glissée dans le décret du 6 juin de 2025 et se préparer pour 2026. L'intégration des thématiques transversales, hein, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais voilà, sur le renouvellement de la certification, on va avoir besoin de se questionner sur est-ce qu'il est nécessaire d'intégrer la SST, la transition écologique, numérique ou l'accessibilité aux personnes en situation de handicap notamment. Donc, en principe, il y a des choses qui sont déjà présentes dans vos référentiels, mais là, il faudra vraiment argumenter. C'est-à-dire que si vous dites, non, moi, la transition numérique, ça n'impacte pas finalement mon référentiel, ce qui est possible, il faudra l'argumenter. Donc là, je trouve que c'est déjà un bon moment, le conseil de perfectionnement, pour se questionner sur ces 4 thématiques. Est-ce que c'est pertinent ou pas de les ajouter? Finalement, ça vous fera gagner du temps pour le renouvellement de votre certification. La cohérence entre la formation et la certification. Donc là, maintenant, France Compétences demande pour toute demande
initial ou renouvellement de RS-RNCP, finalement un genre de dossier pédagogique dans lequel vous allez devoir justifier de l'adéquation de la formation avec la certification, ce qui avant, ils ne voulaient vraiment pas. Avant, on joignait le programme, c'était va des rétro Satanas, mais maintenant, ils le veulent. Donc, bon, France Compétences. Donc, là, l'idée, c'est déjà de commencer à vérifier, bon, j'espère que c'est le cas, hein, mais que la formation, elle correspond bien à la certification, ni plus ni moins. Donc, vous pouvez, par exemple, faire un tableau de correspondance, formation, certification. Et ça aussi, c'est des outils que vous pouvez travailler dès maintenant qui vous seront utiles pour votre renouvellement. Donc, n'hésitez pas. Ça permet aussi de le faire avec les programmes des partenaires pour vérifier qu'il n'y a pas de dérive et que c'est toujours bien conforme à la certification. Et je l'ai abordé tout à l'heure aussi, les conventions de partenariat, il y a eu des mentions obligatoires qui ont été inscrites dans le décret du 6 juin 2025. Donc, c'est aussi l'occasion de vérifier la conformité de vos conventions ou d'annoncer à vos partenaires qu'elles vont être mises à jour rapidement. Donc, ça, c'est par rapport aux évolutions réglementaires. Oui, Christophe? Ah, le micro est coupé. Hop là, voilà, c'est mieux. Bonjour, désolé. Oui, alors d'abord, c'est extrêmement clair. Merci beaucoup, Annelise. Franchement, c'est génial là, la présentation. Et ensuite, sur les tableaux de correspondance, je m'étais dit que ça relevait aussi du rôle du partenaire que de construire un tableau de correspondance qu'on peut ensuite, évidemment, valider et vérifier. Est-ce qu'il vaut mieux avoir finalement un outil de pilotage qui soit un outil mis en œuvre par le certificateur ou plutôt rester dans cette approche descendante du partenaire vers le certificateur? Alors, les deux sont possibles. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait dire, notamment au moment du référencement du partenaire, prouvez-moi que votre formation elle est conforme à ma certification et le laisser libre sur le format. Moi, je trouve ça plus simple aussi pour vous peut-être d'avoir une trame standardisée. Comme ça, vous, en fait, vous savez à quoi vous attendre en termes de format. Donc, vous pouvez tout à fait lui mettre les colonnes voici mes compétences. Là, vos modules, qu'est-ce que vous avez, les durées que vous prévoyez, la modalité présentielle, distancielle, visio, e-learning, voilà. Les modalités d'encadrement, parce que ça, c'est demandé, les moyens matériels et techniques. On retrouve l'indicateur finalement 17 de Calliope dans les nouvelles exigences de France Compétences. Moi, je trouve ça bien, si vous voulez être sûr du niveau et de ce qu'ils vont vous fournir, d'avoir au moins la trame. Et après, bien sûr, c'est eux qui la complètent avec leurs éléments. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, si finalement chacun fait son modèle et que ça correspond, c'est OK. C'est juste que ça risque d'être un peu plus de travail d'analyse pour vous. D'accord. Merci. De rien. Donc, ça, c'est pour la partie réglementaire. Après, on va aussi faire l'analyse du marché et des perspectives. Donc là, on va regarder les besoins en compétences dans le secteur. Est-ce qu'au niveau des offres d'emploi, des entretiens, si on a des entretiens avec des employeurs, on a décelé des évolutions dans les compétences attendues. Donc, comme je l'ai dit, on ne pourra pas de suite modifier le référentiel, sauf si, je ne sais pas, il y a un changement énorme capital, mais il va falloir en tout cas commencer à lister les différents éléments qui vont pouvoir être ensuite intégrés lors du renouvellement. Donc là, ça convient quand même de faire une veille sectorielle sur le marché, sur les attentes des employeurs. Regardez aussi les tendances. Est-ce que voilà, il y a des tendances, des évolutions, mais là vraiment techniques, qui peuvent impacter mes compétences, qui peuvent impacter la certification. Donc là, ça va vous permettre juste d'identifier des opportunités d'évolution pour l'instant, mais pas forcément des actions concrètes. Vous pouvez toujours, par contre, commencer à mettre à jour la formation, du moment que ça reste cohérent avec la certification, avec ces nouvelles notions, parce que vous identifiez que c'est nécessaire, mais on fera évoluer le référentiel plutôt lors du renouvellement. Et le bilan de l'année écoulée, donc là, on va regarder justement chez vous, mais aussi chez vos partenaires, si vous en avez, le suivi des promotions, donc le taux d'abandon dans les formations, le taux de présentation à l'examen, le taux de réussite, certification totale ou partielle, le tableau d'insertion des personnes qui sont certifiées. Voilà, est-ce que les indicateurs que je peux mesurer, ils sont bons, qu'ils soient à la fois quantitatifs ou qualitatifs, notamment pour le RS, où là, on parle plus voilà, d'évolution dans le métier, mais pas forcément de taux d'insertion ou de choses très quantitatives. En tout cas, il faut mesurer tout ça et faire là une photographie à l'instant T de comment va la certification. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, comment je peux agir, comment je peux les améliorer. Et
ça commence par une analyse des causes. Finalement, est-ce que ça vient pas d'un partenaire qui, comme je vous le disais, lui, en fait, il recrute à tout va et en fait, il recrute pas des gens qui ont un vrai projet professionnel et finalement, derrière, les stats sont super mauvaises. Donc, il faut absolument faire une analyse pour voir ce qui a posé problème pour pouvoir agir dessus et améliorer les choses. Est-ce qu'il y a eu des incidents, des événements, des dysfonctionnements qui ont été observés? Donc là aussi, analyse des causes, puis on déclenche des actions lorsque c'est nécessaire. Est-ce qu'il y a eu des contrôles qui ont été menés donc, auprès des partenaires, j'espère, puisque c'est le but. Il faut quand même contrôler un peu son réseau et pas les laisser aller à tout va. Voilà, donc parmi les contrôles qu'on a réalisés chez les partenaires, faire un bilan. Ça, c'est vraiment crucial quand on a un réseau de partenaires et qu'ensuite on veut déposer un dossier de renouvellement. Donc, préparer tous ces éléments-là au long cours, ça va vraiment vous faciliter le travail lors de la demande de renouvellement. Là aussi, on va faire l'analyse des retours terrain des partenaires, des certifiés. C'est pour ça que c'est important de les avoir autour de la table pour leur poser des questions, pour voir leur ressenti, pour voir s'il y a des choses qu'on n'aurait pas détectées, en fait, nous, parce qu'on est en haut et qu'on ne voit pas tout, et qu'ils pourraient nous faire remonter. Et donc, qui pourraient générer de l'amélioration continue pour notre certification. Et enfin, on a une autre thématique, c'est un peu les questions diverses et les propositions. Donc là, c'est vraiment voilà, tout ce qui sera ressorti de l'échange. Est-ce qu'il y a eu des sujets qui ont été remontés par les diverses parties prenantes? Qu'est-ce qui a pu émerger de ça? Quelles sont les actions d'amélioration qu'on va pouvoir planifier? Et bien sûr, on les planifie avec un délai, un responsable, quelque chose de concret. Voilà, l'idée, c'est pas juste de refaire le monde et le lendemain de tout mettre dans un PV et on n'en fait rien. C'est vraiment derrière qu'il y a un plan d'amélioration continue qui va se mettre en place et qui va permettre d'améliorer les choses et donc de montrer que vous avez bien compris votre rôle de certificateur, vous avez fait vivre votre certification et ça sera des points ultra positifs lors de la demande de renouvellement. Et bien sûr, j'ai noté point à inscrire, voilà, s'il y a des sujets latents, s'il y a besoin de se revoir, s'il y a besoin de faire d'autres rencontres derrière sur certains trucs, il ne faut pas hésiter. Le but, c'est vraiment de déclencher de l'amélioration continue. Est-ce qu'il y a des questions sur les sujets Alors, on n'a pas de questions dans le fil de discussion. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent prendre la main, n'hésitez pas. Non, bah, c'est super clair. Alors, je continue. Du coup, tout ça, finalement, on le fait aussi pour préparer son renouvellement RS-RNCP. L'idée, quand on devient certificateur, en principe, c'est pas d'avoir une certification one-shot et de faire n'importe quoi, et puis 3 ans plus tard, c'est fini. Bon, c'est pas le but. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qu'on pilote, qu'on améliore et qui va durer dans le temps. Et donc, le conseil de perfectionnement, c'est cet organe qui va nous donner des billes pour montrer qu'on a assumé notre rôle de certificateur, qu'on a fait vivre la certification. Et lors de la préparation de la demande de renouvellement, vous allez pouvoir joindre les PV de conseil de perfectionnement. Ça va montrer effectivement votre sérieux sur à fréquence et à périodicité régulière, comment vous avez piloté, géré les difficultés aussi. Ça, France Compétences apprécie énormément. Voilà, comme Goulven Droumaguet l'a dit dans le dernier échange où on a pu assister et le rencontrer, nous, on préfère de l'honnêteté, de la transparence, que vous puissiez nous dire si vous avez des difficultés, comment vous les avez réglées. Voilà, plutôt que de mettre la poussière sous le tapis, ça, c'est vraiment pas ce qu'attendent France Compétences. Ils attendent plutôt une transparence. Comme je vous ai dit, on peut faire des erreurs du moment qu'on les a analysées, corrigées et qu'on en a appris quelque chose. D'ailleurs, c'est dans les erreurs qu'on apprend le plus. Donc, il n'y a pas de souci à ce que vous puissiez écrire qu'il y a eu un problème. Et ça va surtout servir parce qu'en fait, quand on va prendre tous les conseils de perfectionnement, on va pouvoir identifier les besoins de l'évolution, parce que quand on dépose une demande de renouvellement, on ne prend pas juste le premier dossier qu'on remet pour la demande de renouvellement. Non, on va retravailler les différentes pièces. Donc, déjà, depuis 1er octobre 2025, il y a plein de nouveautés avec le décret du 6 juin, donc forcément déjà, il y a une reprise du dossier à faire. Mais en plus de ça, ça va nous permettre de récupérer les éléments sur les études de marché, puisque finalement, vous aurez déjà fait le travail chaque année de regarder les évolutions. Ça va nous permettre de récupérer les éléments sur le suivi des certifiés. Il aura été fait progressivement, donc finalement, il n'y aura pas ah mince, on doit déposer la demande de renouvellement dans 2 mois, on doit contacter tout le monde pour savoir ce qu'ils font. Ben non, justement, le but, c'est d'avoir un pilotage régulier pour pas éviter ce type de cas de figure qui n'est vraiment pas idéal. Ça va permettre de voir les mises à jour du référentiel. Donc, comme j'ai dit, par rapport aux compétences transversales, mais aussi par rapport aux évolutions des employeurs, de pouvoir adapter les compétences en argumentant pourquoi on a fait des changements.
Parce que le but, c'est pas juste de faire des changements et puis hop, voilà, c'est mon nouveau référentiel, il est plus beau, Non, c'est d'expliquer pourquoi on a fait ces changements sur la base d'arguments. Et c'est le conseil de perfectionnement qui va nous donner ces billets. Voilà. Et au niveau des partenaires aussi, comme je disais, c'est ultra important. Quand vous avez un réseau de partenaires, s'il n'y a pas de bilan des partenaires, vous ne le passerez pas lors d'un renouvellement. Donc, il faut absolument que ce conseil de perfectionnement, ça permette de montrer ce qui a été fait, comment ça a été fait, les problèmes qui ont été décelés ou pas. Et n'hésitez pas en plus à joindre les grilles de contrôle des partenaires. Voilà, ça, sur des retours que j'ai eus, c'est hyper plébiscité par France Compétences. Donc, c'est vraiment un outil mais indispensable pour piloter votre certification et réussir votre renouvellement. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Non, nous n'en avons pas. Et j'en profite pour faire une petite aparté pour ceux qui ont organisé des conseils de perfectionnement et qui veulent nous faire un peu vos retours d'expérience, comment ça s'est passé, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à prendre la parole maintenant ou à la fin de l'atelier pour qu'on puisse les avoir, c'est toujours intéressant. Ok, alors je continue avec ma petite pub. C'est la page de pub. Donc, si vous avez besoin d'aide méthodologique, j'ai commercialisé un pack de documents avec tout l'essentiel pour organiser son conseil de perfectionnement. Donc ça peut vous aider justement sur, comme on disait, la partie méthodologique, à avoir les outils pour organiser votre conseil de perfectionnement. Et donc, n'hésitez pas. Vous avez en plus un petit code promo avec OC Connect. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce que ça donne, si ça peut vous aider. Merci, Johanna, ma meilleure ambassadrice. Et voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, je reste aussi là. Donc, s'il y avait voilà, quoi que ce soit, des questions en lien avec ça, n'hésitez pas à me solliciter. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Donc, merci beaucoup. Des questions, on en a déjà répondu pas mal. Effectivement, voilà, si vous avez des sujets ou quoi, n'hésitez pas. C'est le moment. Profitez qu'on soit tous réunis, qu'il y ait peut-être des retours d'expérience qui peuvent répondre à vos demandes. Voilà. Alors, je vois vos retours, hein. Je suis ravie que ça vous aide et que ça vous ait apporté quelque chose. Voilà, c'est vraiment le but de ces webinaires qu'on a pensé avec Léa, c'est que ça soit utile pour vous. super. Juliane, vous vouliez dire quelque chose? Oui, bonjour à toutes et à tous. En fait, moi, j'ai une petite question. On a prévu dans notre règlement d'examen d'avoir voilà, des conseils de perfectionnement. Là, on a une certification qui est enregistrée depuis septembre. Et cette certification, elle ne va pas vivre sur sa première année. Là, actuellement, on n'a pas de partenaire et on ne fait pas la formation. Donc, étant donné qu'elle ne vit pas, même si on a dit qu'il y avait un conseil de perfectionnement, est-ce que c'est pertinent de l'organiser quand même, sachant que finalement, à part de dire comment on la fait vivre, ce qui est un sujet, hein, je suis d'accord, mais voilà, étant donné qu'il n'y a pas d'examen et tout ça, est-ce que c'est pertinent d'en faire un quand même? Alors, dans ce cas de figure-là, il y a deux solutions possibles selon moi. La première, c'est soit de le reporter et d'expliquer pourquoi il a été reporté dans le dossier, puisqu'effectivement, s'il n'y a rien à dire, c'est pas la peine de se voir non plus. Ce pourrait être intéressant aussi de le faire en format réduit, c'est-à-dire qu'avec les personnes internes, et finalement de tracer ce que vous avez prévu. Justement, ça fera une trace voilà, de pourquoi finalement ça n'a pas vécu et qu'est-ce qui a été mis en place et qui est prévu pour que ça vive. Ça serait un conseil de perfectionnement plus réduit, mais à mon sens, ça serait quand même utile parce que ça donnerait une photographie à l'instant T et donc ça expliquerait aussi l'histoire de la vie de la certification pour le renouvellement. Parfait, merci. De rien, Juliane. Moi, je suis d'accord avec Laetitia. Voilà, on fait une petite photographie, on voit ce que ça donne et ça permettra d'argumenter aussi pourquoi il n'y a pas eu d'événement. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui veulent poser des questions ou partager un petit peu des retours? On était sur un webinaire de fin d'année plus court, mais c'est sympa aussi, un format qui nous tient moins longtemps. Efficace, on est tous super occupés. Exactement. On va droit au but. Hein. Merci, Sabine. Bon, en tout cas, j'ai l'impression, Alice, que tu as été super claire et que tu as bien aidé tout le monde. Donc, merci encore pour tout ça. Super, je suis ravie.